So beautiful. Oh, I wasn't expecting that one. Yeah, they're just the great. It's just so great. This is why it's so nice to not have makeup on. Thank Je you. me souviens précisément où j'étais lorsque l'appel de Kensington Palace est arrivé 6h47, 1h, où le pays est généralement encore à moitié endormi et où personne ne s'attend à un séisme politique ou royal. Mais cette fois-ci, à la simple lecture de cette phrase, j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le prince William a tranché concernant la duchesse de Sussex. Pas d'édulcoration, pas de formulation diplomatique, aucune place pour l'interprétation. C'était comme si la monarchie d'ordinaire si mesurée dans ses messages avait soudainement opté pour une clarté chirurgicale. Et j'ai immédiatement compris que j'assistais à un moment rare dans l'histoire royale, un moment où non seulement une décision était communiquée, mais où une ligne était tracée dont les répercussions dépasseraient largement les murs du palais. En relisant ces mots, ce qui m'a le plus frappé, c'est le ton. Ce n'était pas une déclaration faite par une famille pour apaiser des tensions internes. C'était un signal définitif inflexible chargé de mois de tension. Et j'ai ressenti quelque chose de rare lors des annonces royales, j'assistais à un moment où le calme apparent volait en éclats. Le silence qui a suivi en ligne, comme dans la vie réelle, en disait plus long que n'importe quelle déclaration. On a tous instinctivement compris que ce n'était pas un simple chapitre de plus dans la saga Meghan. C'était la fin. En parcourant les réactions, j'ai constaté la rapidité avec laquelle le choc s'est propagé. Au Royaume-Uni, tout le monde des passagers des trains aux présentateurs des journaux télévisés du matin semblait figé dans le silence. Aux États-Unis, même phénomène amplifié par le décalage horaire, les présentateurs, les yeux écarquillés, répétaient en boucle « Le prince William a fait une annonce tragique concernant Meghan et c'est pire que prévu ». Pourtant, au fond de moi, j'étais persuadé qu'il ne pouvait s'agir d'une décision impulsive. William ne parle jamais sans raison. Et certainement pas au sujet de sa belle-sœur, à moins que cela ne mette en péril la stabilité de la famille royale. En poursuivant ma lecture, il est devenu évident à quel point la pression avait été forte sur ses épaules ces dernières semaines. L'intrigue était dictée non seulement par l'opinion publique, mais aussi par des préoccupations internes, des avertissements diplomatiques et des craintes personnelles au sein de la monarchie. La santé du roi Charles, le malaise croissant parmi les membres les plus importants de la famille royale et la tempête médiatique dévastatrice autour de Catherine, autant d'éléments qui constituaient les pièces d'un puzzle prenant des allures de crise qu'il était désormais impossible d'ignorer. Cette déclaration n'était donc pas le début de quelque chose, mais l'aboutissement d'une lutte silencieuse et profondément personnelle. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle les dynamiques internes sont apparues au grand jour. La princesse Anne, avec son sens du devoir imperturbable, a semblé être la première à saisir la gravité de la situation. Je pouvais presque l'imaginer avec son regard froid, si caractéristique, lisant les articles qui révélaient comment les médias américains étaient alimentés en informations destinées non seulement à positionner Meghan, mais aussi à fragiliser systématiquement Catherine et la monarchie. Anne n'a jamais apprécié le tumulte autour de la couronne et cette nouvelle vague de rumeurs a dû lui paraître comme une attaque directe contre l'ordre qu'elle avait maintenu pendant des décennies. Puis il y avait Camilla, une force discrète mais surprenante dans cette histoire. Au fil de ma lecture, son rôle m'est apparu plus clairement que jamais. Elle comprenait peut-être mieux que quiconque les ravages que peuvent causer les récits publics, surtout lorsqu'ils s'accumulent pendant les périodes de vulnérabilité physique ou émotionnelle d'un monarque. Son soutien à William m'a semblé être un rare moment de convergence totale entre trois générations de la famille royale. Et lorsque j'ai lu comment elle a averti William que Charles ne pourrait pas résister à une nouvelle tempête, j'ai compris qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple affaire de famille. C'était un mécanisme de survie institutionnelle. Entre-temps, je sentais une autre tension se dessiner, la pression diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères avait déjà indiqué que le déferlement médiatique autour de Meghan compliquait les communications avec les partenaires internationaux. À cet instant précis, en lisant ce détail, j'ai compris que la limite serait franchie quoi qu'il arrive. Car lorsqu'une affaire familiale interne commence à impacter les relations géopolitiques, la monarchie se trouve en terrain miné. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'image de William durant toute cette période. Dans tous les témoignages, je n'ai pas vu un homme agissant par vengeance, mais quelqu'un qui s'efforçait constamment de concilier devoir famille et protection de l'avenir. Et cela a rendu la décision finale, cette sentence dure et inéluctable, d'autant plus difficile. J'ai presque ressenti sa solitude au moment où il a prononcé ces mots juste avant l'aube dans une pièce silencieuse où s'écrivait l'histoire. Les minutes s'écoulaient après l'annonce et une question me taraudait. Cette décision était-elle vraiment inévitable ou l'histoire aurait-elle pu prendre une autre tournure? Aussi douloureux que cela soit à admettre, tout porte à croire que c'était la seule issue. Mais cette question persiste et peut-être pour longtemps encore. En repensant aux semaines précédant le 30 novembre, j'ai véritablement commencé à comprendre à quel point les fondements de la monarchie se fragilisaient lentement mais inexorablement.
Il ne s'agissait pas d'une explosion soudaine, mais d'une cascade de signaux de plus en plus difficiles à ignorer. Ce qui m'a frappé, c'est la subtilité des premiers signes. Si subtil qu'ils se fondaient presque dans le flot quotidien d'informations royales. Mais avec le temps, j'ai vu comment ces petits changements s'assemblaient pour former un schéma menant directement au point de rupture. Le silence du palais en disait plus long que les mots parvenus au public, et peu à peu, il est devenu évident que quelque chose de bien plus important était en jeu bien au-delà de tout ce qui avait été évoqué dans les médias. L'un des premiers signes est apparu lorsque j'ai appris que les principaux conseillers du roi Charles commençaient à alléger son emploi du temps. Officiellement, il s'agissait de réduire son stress, mais la manière dont cela se disait en coulisses laissait présager autre chose. Charles est un homme qui incarne le sens du devoir. L'idée que ses engagements aient dû être revus m'a paru suspecte. Et dès que je l'ai compris, j'ai commencé à percevoir la tension grandissante au sein de la monarchie. William, déjà surchargé de travail, s'est soudainement retrouvé responsable de bien plus encore, ce qui a engendré un malaise croissant qui imprégnait les couloirs du palais. Ce que j'ignorais alors, mais qui est devenu évident par la suite, c'est que les tensions de novembre ne provenaient pas uniquement de Londres. De l'autre côté de l'Atlantique, le monde du divertissement américain lançait une nouvelle vague de contenu sur Meghan. Documentaire, podcast, tribune, libre, on aurait dit qu'une refonte de son image publique se préparait. Au départ, cela semblait être une simple redite médiatique, mais au sein de la famille royale s'était perçue autrement une manœuvre stratégique qui frappait la monarchie, là où elle laisse le plus vulnérable l'opinion publique. Et cela ne s'arrêta pas là. J'ai remarqué que les briefings reçus par William devenaient de plus en plus urgents. Des liens furent établis entre les campagnes médiatiques américaines et des moments marquants où les journaux britanniques commencèrent soudainement à publier de nouvelles allégations d'initiés. Bien que la plupart de ces allégations se soient finalement révélées infondées, cette tendance inquiéta les conseillers. Cela commençait à ressembler à du sabotage. D'autant plus que certains articles semblaient faire subtilement allusion à Catherine, cette femme qui avait assumé ses fonctions pendant des années sans controverse, devenant l'un des piliers les plus stables de la monarchie. Il n'était donc pas surprenant que la princesse Anne commence à jouer un rôle de plus en plus important dans les conversations qui se déroulaient à huis clos. Anne est quelqu'un qui s'implique rarement dans les drames familiaux, mais d'autant plus souvent lorsque le protocole, la stabilité et le devoir sont menacés. Lorsque j'ai appris qu'elle avait eu accès au nouveau rapport de l'unité de surveillance des communications royales, j'ai compris que la situation était grave. Sa capacité à analyser les tendances, sans émotion, sans distraction, a rendu son jugement d'autant plus pertinent. Et sa conclusion était claire, une histoire se tramait, un récit qui s'approchait dangereusement du cœur même de la monarchie. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'intervention de la reine Camilla. Pendant des années, elle s'était tenue à l'écart de tels conflits précisément parce qu'elle avait elle-même été la cible d'une attention médiatique excessive. Mais je la voyais maintenant se tenir discrètement aux côtés d'Anne, non par ressentiment personnel, mais par souci pour Charles. La période où Diana et Camilla avaient été harcelées par la presse avait laissé des traces profondes. Camilla aperçut les prémices d'une nouvelle tempête plutôt que quiconque. Et j'ai senti sa détermination à éviter à Charles d'avoir à endurer une nouvelle bataille publique, prolongée d'autant plus qu'il était désormais physiquement plus vulnérable. Ce qui a finalement exacerbé les tensions, c'est la pression diplomatique croissante. Lorsque le ministère des Affaires étrangères a commencé à mettre en garde contre des complications dans les communications internationales, cela signifiait que le problème avait dépassé le cadre des affaires familiales pour entrer dans l'arène géopolitique. Je me souviens avoir lu ce passage et avoir compris qu'il marquait le point de non-retour. La monarchie peut endurer beaucoup de choses, mais elle ne peut en aucun cas permettre qu'un conflit interne affecte ses relations diplomatiques. Durant ces semaines, j'ai remarqué que William devenait de plus en plus silencieux lors de ses apparitions publiques. Son visage restait d'un professionnalisme irréprochable, mais quelque chose dans son attitude trahissait la pression grandissante. Non pas la pression liée à sa fonction de roi, mais la responsabilité de protéger son père, son épouse et la monarchie tout entière. Et en l'observant, je me suis demandé comment il vivait le fait de savoir que sa décision finale risquait de provoquer une rupture irrémédiable dans leur relation. Les derniers signaux se sont multipliés. Le document d'information hivernale, la fuite anonyme parvenue à Anne par l'intermédiaire d'un membre du personnel, tout s'est cristallisé à ce moment-là. Le style, le calendrier, le contenu, tout indiquait une campagne médiatique mondiale planifiée qui coïnciderait avec la période la plus symbolique de l'année pour la monarchie Noël. Et lorsque j'ai lu que certaines parties du document visaient clairement à présenter Catherine comme un obstacle au sein de l'appareil royal, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'une simple bataille médiatique. C'était une menace directe pour la stabilité de la couronne. C'est alors devenu limpide, l'escalade que je ressentais depuis des semaines n'était pas une coïncidence. C'était le prélude à une décision radicale que William devait prendre. Un choix qu'il ne pouvait plus éviter.
En rassemblant les indices des semaines précédentes, j'ai commencé à comprendre le moment crucial où les signaux d'alarme internes à la monarchie ont commencé à converger. Les tensions qui auparavant semblaient flotter dans les couloirs du palais se transformaient désormais en un nœud inextricable. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que les premiers signes avant-coureurs ne venaient pas de l'extérieur mais de l'intérieur des pièces, où sont conservés des documents confidentiels, des conversations chuchotées entre ceux qui servent la couronne depuis des décennies et savent précisément quand quelque chose cloche. Ce bouleversement interne m'a clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple problème de réputation, mais d'une crise institutionnelle. La princesse Anne fut la première à s'exprimer publiquement sur les informations recueillies discrètement par la cellule royale de surveillance des communications. En lisant son compte-rendu des rapports à la bibliothèque Frogmore, lieu toujours empreint d'un silence glacial, je pouvais presque l'imaginer là immobile avec cette même fermeté qui a caractérisé toute sa vie. Anne ne se laisse pas facilement emporter par ses émotions. Elle observe, pèse le pour et le contre, juge. Et son jugement était sans équivoque, les tendances qui se dessinaient dans les médias américains n'étaient ni aléatoires, ni fortuites, mais bien structurées. Elle avait perçu le rythme d'un récit soigneusement construit, non pas pour informer, mais pour réformer. Ce n'était pas seulement le contenu qui l'inquiétait, mais surtout le moment choisi. La diffusion stratégique des articles juste avant d'importants événements royaux, les allusions soudaines à Catherine, d'ordinaire perçues comme l'incarnation même de la stabilité familiale. J'ai moi-même ressenti l'impact de cette prise de conscience, si même Catherine, la plus innocente des protagonistes, devenait la cible de pressions narratives, alors la situation avait déjà dégénéré bien plus que le public ne pouvait l'imaginer. Le second signal qui m'a profondément marqué venait de William lui-même. Un dossier numérique confidentiel lui est parvenu via le réseau sécurisé du palais, un dossier rempli de captures d'écran d'horodatage et d'analyses démontrant comment les talk-shows, podcasts et plateformes d'information américains utilisaient de prétendues sources de Buckingham Palace, qui n'existaient tout simplement pas. J'ai trouvé cela à la fois fascinant et inquiétant, la facilité avec laquelle des sources fictives peuvent être utilisées dans la culture médiatique moderne pour étayer un récit et comment cela peut toucher au cœur même de la monarchie, une institution qui repose sur la stabilité. Tandis que William lisait ce dossier, je l'imaginais perdu dans ses pensées, la mâchoire serrée, les yeux fatigués, la prise de conscience que sa famille était une fois de plus dans le collimateur d'un monde avide de sensationnalisme. Il y a ensuite eu ce document de synthèse hivernale, un dossier transmis anonymement à un membre du personnel qui a immédiatement perçu son caractère potentiellement explosif. En lisant sa description, j'ai ressenti la même tension qui régnait sans doute au sein du palais. Non pas parce que le document était explicitement attribué à Meghan ou à son équipe, mais parce que son style, sa structure et son timing correspondaient parfaitement aux opérations médiatiques précédentes. Le document était d'une précision glaçante, un plan de relance de la communication internationale aux alentours de Noël, précisément au moment où le monde entier a les yeux rivés sur la monarchie. Cependant, son contenu allait au-delà d'un simple repositionnement. Le document laissait entendre que le travail et la place de Catherine au sein de la famille avaient été mal compris ou sous-exploités. Pour un observateur extérieur, cela pourrait paraître anodin, mais l'implication était claire. Catherine était présentée comme faisant partie du problème. Lorsque la princesse Anne lut ces passages, elle fut paralysée. J'imagine parfaitement sa stupeur. Toute sa vie, elle avait protégé Catherine, la considérant comme une femme digne de confiance, loyale et travailleuse qui ne nuirait jamais à l'institution. Et voilà qu'elle découvrait un document qui la visait précisément subtil mais suffisamment tranchant pour semer la confusion dans l'opinion publique. Anne savait que si ce récit prenait de l'ampleur, la monarchie serait de nouveau plongée dans une tourmente qui ternirait la réputation de sa figure royale la plus aimée. C'est à ce moment-là que Camilla s'est impliquée plus activement. En lisant qu'elle avait rendu visite à William en personne, presque à voix basse épuisée, j'ai compris que l'affaire ne concernait pas seulement Catherine, mais aussi Charles. Camilla comprend la vulnérabilité que peuvent engendrer les attaques publiques et savait que Charles, à ce stade de sa vie, ne pourrait pas supporter une nouvelle guerre médiatique. Son avertissement à William n'était pas politique mais personnel, son père s'effondrerait sous le poids d'une nouvelle période de chaos comparable à celle qu'il avait déjà traversée. Quand une personne comme Camilla cible des railleries publiques depuis des années, déclare que la situation devient trop dangereuse, on sait que quelque chose est grave. Le troisième signal qui a tout déclenché est venu du côté diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les partenaires étrangers commençaient à s'enquérir de l'instabilité causée par les troubles liés au Sussex. Ce détail m'a particulièrement interpellé car je savais que cela marquait le moment où une affaire familiale se muait en affaire d'État. Une monarchie peut dissimuler bien des tensions internes, mais pas lorsque les relations diplomatiques sont en jeu. Quand j'ai vu tous les éléments s'éclaircir, j'ai ressenti la même chose que William. Le problème était devenu ingérable. Les alertes internes n'étaient pas de simples conseils, mais des signaux d'alarme.
elles exigeaient une action immédiate. Et tandis que je réfléchissais à tout cela, une question ne cessait de me tarauder: combien d'avertissements un futur roi doit-il recevoir avant que le silence lui-même ne devienne un handicap? En approfondissant les événements qui ont précédé cette journée décisive à Buckingham Palace, il m'est apparu clairement que le véritable tournant ne s'était pas produit dans les médias mais dans un espace clos, rarement témoin d'un conflit d'une telle ampleur. La salle 1844, habituellement réservée aux rencontres avec les dirigeants du monde, les diplomates et les visites d'État, est soudainement devenue le théâtre d'une crise interne qu'il était impossible de différer. En tentant de m'imprégner de l'histoire de cette pièce chargée d'histoire, j'ai senti le ton changer. Il ne s'agissait plus d'une simple escalade. Le moment était venu de prendre une décision. Et j'ai compris que William, malgré le calme qu'il affichait en public, portait une responsabilité qui dépassait toute mesure humaine. Je pouvais l'imaginer, la longue table, les lourds rideaux peinant à contenir le froid hivernal, le silence solennel d'une pièce où chaque mur portait les échos de l'histoire. William était assis en bout de table, non pas en fils ni en époux, mais en futur roi soucieux de la pérennité de son pouvoir. À sa gauche se trouvait la princesse Anne, incarnation de la discipline, et à sa droite la reine Camilla, qui avait surmonté les difficultés liées à l'image publique et pouvait de ce fait exercer son jugement avec une acuité accrue. La tension était non seulement palpable mais presque tangible. Lorsque de telles personnalités se réunissent, rien n'est jamais anodin. Les documents étaient étalés devant eux, des comptes rendus de fuites anonymes, avec les médias, des analyses d'émissions de télévision américaines, la note interne sur le cirque médiatique prévu pour la fin d'année et surtout le document qui menaçait de ternir la réputation de Catherine. Le poids de ces papiers sur la table me paraissait plus lourd que n'importe quel aperçu officiel que j'avais pu avoir jusqu'alors. Il ne s'agissait plus de discuter de rumeurs ou d'interprétations. C'était une réunion sur la protection, celle de la couronne de la famille royale et d'une femme qui avait toujours accompli son devoir avec discrétion. Lorsque le secrétaire particulier a lu les conclusions de la cellule de surveillance des communications d'une voix monocorde mais maîtrisée, j'entendais presque les mots résonner dans la pièce. Point de discussion coordonnée. Sources fictives au sein du palais. Critiques indirectes de la princesse de Galles. Au sein d'une monarchie, ces termes ne sont pas pris à la légère. Ils révèlent une tentative délibérée de semer la discorde entre l'institution et l'opinion publique. Et dans un monde où l'image est plus puissante que jamais, il est devenu évident que la monarchie ne pouvait rester passive. Anne fut la première à rompre le silence. J'entendais encore sa voix sèche mais maîtrisée comme celle de quelqu'un qui parlait non pas pour être entendu mais pour donner des directives. Elle insista sur le fait qu'il ne s'agissait plus d'une attaque individuelle mais d'une menace institutionnelle. Pour Anne, qui avait toujours fait passer le devoir avant les sentiments personnels, ce moment dut être difficile. Jamais auparavant ses paroles n'avaient aussi clairement souligné la nécessité d'une intervention, mais cette fois je sentais qu'elle n'avait pas d'autre choix. La voix de Camilla était différente, plus posée, plus maîtrisée mais aussi plus ferme. Elle parlait non seulement en tant que reine ou belle-mère de William, mais aussi comme une personne ayant elle-même été victime de campagnes médiatiques destructrices. Elle savait ce que l'on ressent lorsque les histoires nous échappent, lorsque le récit public commence à définir notre identité. Son soutien à William n'était pas perçu comme une opportunité, mais comme une protection, celle de Charles, de la monarchie et de la paix qu'elle pensait avoir enfin conquise. Et là, William était assis, dans un silence plus éloquent que n'importe quel mot. Il ne bougea pas précipitamment, ne parla pas aussitôt. Je l'imagine contemplant les papiers devant lui comme si chaque feuille représentait un fardeau à porter. L'Assemblée l'attendait non par anticipation mais plutôt par conscience que lui seul pouvait prendre la décision finale. Quand un futur roi parle, chaque lettre porte en elle à la fois un cure-dent et une tempête. Quand il a finalement annoncé qu'il agirait, à une seule condition que la décision soit définitive, j'ai senti un silence quasi total s'installer dans la salle. Car il ne s'agissait pas d'une réconciliation, c'était le moment d'une rupture structurelle. Pas de demi-mesure, pas de porte ouverte à une possible réconciliation, mais une décision sans appel qui mettrait fin à des années de tension. J'ai compris qu'il s'agissait d'une rupture rare, presque historique, non pas sous le coup de la colère, non pas sous le coup de l'impulsivité, mais par une lucidité stratégique. Les heures qui suivirent furent consacrées à la réécriture, à la reformulation et à la recherche du ton juste. J'imaginais la tension palpable, les attachés de presse aux prises avec des formulations qui définissaient les limites tout en préservant la dignité, les conseillers soucieux d'éviter les retombées politiques, et William relisant, tout cherchant l'équilibre entre les liens familiaux et le devoir institutionnel. Le résultat fut une déclaration concise, percutante et d'une précision redoutable. Aucune accusation, aucune émotion, juste l'essentiel. Au moment où il approuva enfin le document, je sentis quelque chose se briser en lui et pourtant, simultanément, quelque chose se construisait. Une partie de lui agissait comme père, mari et fils. Mais l'autre partie, le futur roi, était celle qui signait le décret.
Et cette dernière identité l'emporta car la stabilité d'une institution séculaire primait sur toute relation personnelle à cet instant précis. Quand il a quitté cette pièce, j'ai su que l'histoire s'était écrite ici. Une fois la décision prise, un silence nouveau s'abattit sur Kensington Palace, ce silence chargé de sens qui précède l'envoi d'un message irrévocable au monde entier. Il faisait encore nuit, l'air hivernal était vif et glacial lorsque William se retira dans son bureau pour relire la version finale de sa déclaration. En imaginant cet instant, je ressentis le poids de sa solitude. Non pas parce qu'il était seul, mais parce qu'il savait que personne d'autre ne pouvait porter cette responsabilité. Ce qu'il s'apprêtait à faire allait condenser en une seule phrase des siècles de traditions, de relations personnelles et d'attentes institutionnelles. Et à 6h47, précise en ce matin, qui avait pourtant si innocemment commencé la décision, fut prise. La déclaration était brève mais révélatrice. Ni reproche ni accusation, une simple limite. Il n'y aura plus aucune coordination ni implication avec la duchesse de Sussex, stipulait le texte en substance. Une décision qui ne concernait pas seulement les apparitions publiques, mais toute interaction possible entre Meghan et les rouages de la monarchie. La lire, c'était comme refermer une porte entrouverte depuis des années. Non pas brutalement, mais avec un mouvement maîtrisé et assuré. J'ai immédiatement observé les réactions. Avant même que la plupart des gens n'aient eu le temps de se verser une tasse de thé, la BBC Sky News et ITV diffusaient en continu des informations de dernière minute. Confusion, silence, incrédulité régnaient. Certains pensaient à une fausse information. D'autres ont immédiatement reconnu le ton. La monarchie n'emploie jamais un tel langage à moins que les risques ne deviennent inacceptables. À Édimbourg, j'ai entendu des commentateurs affirmer qu'il s'agissait de la position la plus radicale qu'un futur roi ait adoptée depuis les années 1990. Il était surréaliste de réaliser que la famille qui symbolise la stabilité était désormais elle-même à l'origine d'une onde de choc mondial. Mais c'est l'expression des intervenants aux États-Unis qui m'a le plus frappé. Un mélange de déception, de fascination et de tension. Ils savaient que c'était bien plus qu'un simple débat familial, c'était l'équivalent institutionnel d'un divorce. Les tables rondes ont abordé les questions de pouvoir, de la réputation de Catherine, de la santé de Charles. Mais j'ai constaté qu'une même question revenait sans cesse. Comment en est-on arrivé là ? Et cette question semblait plus importante que la déclaration elle-même, car le public comprenait intuitivement que cette décision n'avait pas été prise à la légère. Au sein du palais, la réaction fut différente mais non moins intense. Point de panique dans les couloirs, mais plutôt un sentiment de soulagement. Lors du premier point de presse suivant la publication, un conseiller principal déclara « Au moins, nous savons maintenant où se situe la limite ». À la lecture de ces mots, je compris que cette décision était perçue en interne comme une remise à zéro nécessaire. Non pas que quiconque souhaitât nuire à Meghan personnellement, mais parce que l'équilibre institutionnel avait été bouleversé par des années de tempêtes médiatiques, de récits contradictoires et le risque constant de voir le récit royal récupéré par des forces extérieures au palais. À Clarence House, la réaction du roi Charles à l'annonce de la nouvelle m'a profondément touché. Il savait ce qui allait se produire, mais une fois la nouvelle rendue publique, il l'a ressentie au plus profond de son être. Le silence qu'il a gardé à l'annonce de la confirmation en disait long. Non pas par colère, mais par chagrin. Un père voit un lien familial se briser même lorsqu'un roi comprend la nécessité de cette rupture. Ce contraste entre le cœur et la couronne a constitué à mes yeux l'une des dimensions les plus tragiques de toute cette histoire. Et puis il y avait Catherine. Bien que la déclaration ne la concernât pas directement, son ombre planait sur chaque phrase. C'est elle qui, malgré elle, s'est retrouvée au centre d'articles de presse, remettant en question sa stabilité et son intégrité. En voyant combien de fois les journalistes mentionnaient son nom en lien avec cette décision, j'ai perçu une certaine volonté de protéger William. Sa décision semblait découler non seulement du devoir, mais aussi d'un besoin plus fondamental, celui de protéger sa famille. Mais une question me taraudait, où cela laisse-t-il Meghan? Le document indiquait qu'elle avait lu la déclaration sans émotion, ni larmes, ni colère, juste le silence. Et ce silence semblait presque plus lourd qu'une réaction. Comme si elle-même savait que ce moment finirait par arriver, mais que personne ne s'attendait à ce qu'il soit si définitif. En Californie, loin de Buckingham Palace, elle regardait un écran qui, en quelques mots, mettait un terme à son histoire au sein de la monarchie. Ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est la maîtrise avec laquelle l'événement a été déclenché. William n'avait pas largué une bombe, il avait éteint une flamme. En choisissant la clarté, il avait mis fin à des années de polémique. La limite était franchie. Et dans les heures qui suivirent, il devint évident que cette limite n'était pas seulement destinée aux médias, mais à l'histoire. Et tandis que j'assimilais tout cela, une question persistait. Une question que peut-être tout le monde se pose en silence. Est-ce la fin de la lutte ou le début d'une nouvelle ère où les frontières sont plus resserrées que jamais ? Dans les heures qui suivirent la déclaration, tandis que le flot d'informations déferlait lentement sur l'Europe, puis sur l'Atlantique, la véritable portée de la décision de William commença à se révéler.
Je constatais que le monde ne parlait plus de rumeurs, d'interprétations ni de spéculations. Désormais, il était question de quelque chose de définitif, une limite à la fois institutionnelle, personnelle et symbolique. Et en observant toutes les réactions, je pressentais l'ampleur des répercussions bien au-delà d'une simple déclaration matinale ou d'un bref tumulte médiatique. Ce qui se déroulait était une redéfinition des rapports de force au sein de la monarchie. Une réinitialisation peut-être nécessaire depuis des années, mais qui sous une pression immense devenait enfin une réalité. Au sein du palais, j'ai immédiatement constaté une restructuration maîtrisée. Ni chaotique, ni paniquée, mais d'une précision quasi chirurgicale. Les services ont été regroupés, les lignes directrices redéfinies et les protocoles diplomatiques renforcés. La première réunion à 8h15 m'a semblé marquer le début officiel d'une nouvelle ère. Les équipes de communication juridique et les experts en protocole étaient réunis autour d'une table et sans romantisme ni sentimentalisme, ont commencé à analyser les implications. J'imaginais la rigueur de cette réunion, chacun savait qu'il n'y avait plus de place pour l'ambiguïté. La monarchie devait se réinventer. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle le ministère des Affaires étrangères est intervenu. C'est un fait rare. Quand des diplomates s'immiscent dans une affaire familiale, on sait que les répercussions internationales sont déjà visibles. L'instruction qu'ils ont transmise, l'affaire est close, était brève mais empreinte d'une conviction que j'ai rarement perçue dans les communications royales. C'était un signal clair adressé aux alliés à la presse et aux partenaires diplomatiques. La monarchie ne se laisserait plus influencer par les turbulences extérieures. Ce moment a marqué pour moi l'équivalent institutionnel du calme après la tempête. Un silence qui s'installe quand chacun comprend que le cours des choses a irrévocablement changé. Au sein même de la famille, j'ai perçu toute une gamme d'émotions. La princesse Anne a repris ses fonctions avec une détermination palpable. Pour elle, il ne s'agissait pas d'un triomphe personnel, mais de la confirmation de ce qu'elle pressentait depuis des semaines. La discipline et le devoir étaient les seuls chemins possibles. Camilla est restée discrète ce jour-là, mais j'ai senti sa présence. Elle a affronté les dangers du tapage médiatique comme personne, et elle savait que cette décision était nécessaire, même si elle l'épuisait visiblement. Son soutien à William et son instinct de protéger Charles ont été les piliers de cette décision. Charles lui-même restait le plus difficile à cerner. Tandis que je lui relisais la nouvelle, je sentais le conflit qui le déchirait. Il savait que c'était le bon choix, le seul qui restait. Mais en même temps, je ressentais la douleur d'un père contraint d'accepter une rupture familiale irrémédiable. Dans son silence se cachait une mélancolie qui me touchait profondément. Il semblait se résigner à une réalité qu'il avait tenté d'éviter pendant des années, que toutes les blessures ne se guérissent pas avec le temps et que toutes les relations ne peuvent retrouver leur état d'antan. Son bureau à Clarence House, d'ordinaire, un lieu de réflexion, était devenu une pièce où se mêlaient nos pertes et responsabilités. Puis il y a eu la réaction du public toujours aussi divisée, mais cette fois-ci remarquablement tranchée. Au Royaume-Uni, une grande partie de la population a exprimé son soulagement. Non pas qu'elle souhaitât exclure Meghan, mais parce qu'elle aspirait au calme. Après des années de scandales, d'interviews, de documentaires et d'accusations réciproques, la décision de William a été perçue comme un geste de stabilité. De nombreux auditeurs ont souligné que ses priorités rejoignaient enfin celles de la majorité: protéger la couronne, protéger Catherine, protéger une institution qui a traversé tant d'épreuves. Aux États-Unis, la situation était plus complexe. Les émissions de débat et les journaux télévisés rivalisaient d'analyse. Certains voyaient en William un dirigeant fort qui avait enfin trouvé sa voie. D'autres interprétaient la décision comme dure voire froide, mais un point commun ressortait de toutes les discussions: Catherine. Son nom y revenait sans cesse comme un symbole de dignité au milieu du chaos. En écoutant ces réactions transatlantiques, je constatais que Catherine, qui n'avait jamais recherché la confrontation, se trouvait désormais au cœur d'un débat mondial sur l'intégrité. Les heures qui ont suivi cette déclaration m'ont apporté une autre révélation. Il ne s'agissait pas seulement de Meghan, il ne s'agissait pas seulement de Catherine. Il s'agissait de l'importance des limites personnelles, limites institutionnelles et limites aux récits qui sont devenus incontrôlables depuis trop longtemps. La monarchie avait souffert en silence sous le déferlement médiatique incessant. Et William, aussi difficile que cela ait dû être, a choisi de se rendre vulnérable en disant un « ça suffit » définitif. Mais en réfléchissant à tout cela, une question planait sur cette histoire. Une question qui dépasse le cadre des Windsor, de la tradition et du drame médiatique. Lorsqu'une rupture familiale devient inévitable, pour maintenir la stabilité, qu'est-ce que cela révèle du prix de la responsabilité? Cette question concerne bien plus que la royauté. Alors que le soir tombait le 30 novembre et que les derniers bulletins d'information résumaient l'événement, je regardais les images du palais de Buckingham illuminées mais silencieux. Je sentais qu'un changement fondamental s'était opéré. Non pas un choc, mais un repositionnement discret et assuré. La monarchie était prête à aller de l'avant avec moins de bruit, moins d'incertitude et une ligne de conduite plus claire